20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Interdit de tenir la cérémonie de dédicace de son livre à la Chambre de commerce de Dakar, Cheikh Bamba Dièye contre-attaque et pointe du doigt l'État. Il accuse le régime en place de vouloir combattre un adversaire politique. Une cérémonie qui s'est tenue finalement à la mairie de Dakar où il a fait face à la presse. Les détails au cours de cette édition. Les charretiers sur l'axe Foire-Yoff en rogne après la mise en fourrière de leurs charrettes. Rassemblés au niveau du rond-point de Yoff, ils sont toutefois revenus à de meilleurs sentiments et réclament la clémence des autorités à leur égard. Le SAES décrète 48 heures de grève pour marquer son désaccord sur certaines mesures issues de la conférence sociale sur la retraite. Malick Fall et ses camarades reprochent au gouvernement de mépriser un premier accord conclu depuis déjà un an et relatif à la retraite. Malick Fall que vous entendrez dans quelques instants. Et puis au chômage depuis 5 mois, une trentaine de marailleurs très remontés contre leur ministre de tutelle. Ils le soupçonnent d'être de connivence avec des industriels. Face à la presse, leur collectif sollicite l'arbitrage du chef de l'État. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. Cheikh Bamba Dièye d'attaque après s'être vu refuser de tenir la cérémonie de dédicace de son livre Sénégal, thérapie d'un pays blessé à la Chambre de commerce de Dakar. Il voit la main du pouvoir dans cet acte illégal selon lui et qui vise à combattre un adversaire politique. Finalement, c'était la ville de Dakar que s'est tenue la rencontre. Il a fait face à la presse. Les détails avec Mame Biram Diouf. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sénégal, thérapie pour un pays blessé. C'est une production intellectuelle, c'est une réflexion qui va largement au-delà de la vie politique nationale, mais qui pose la situation de la société sénégalaise et qui essaie d'esquisser des pistes et des solutions. J'ai été tellement surpris et frustré lorsqu'avoir été convoqué par la Chambre de commerce pour venir payer. On nous a servi une fin de non-recevoir pour nous dire simplement qu'on ne peut pas organiser notre cérémonie de dédicace au niveau de la Chambre de commerce. Prétextant beaucoup de choses pour lesquelles ce qu'il y a à retenir le plus, c'est simplement le fait qu'il y a un délit de faciès là-dedans. De faciès, c'est celui d'être un acteur politique, mais avant d'être un acteur politique, je suis un citoyen. Et jusqu'aux dernières nouvelles, la Chambre de commerce est les lieux de la libre concurrence et de l'esprit d'entreprise. Je pense que de ce point de vue, un livre est une réflexion, une œuvre intellectuelle et commerciale. Et par conséquent, je crois que nulle part ailleurs qu'à la Chambre de commerce, on ne devrait pouvoir trouver un espace plus efficient pour présenter un ouvrage. Mise en fourrière de plusieurs charrettes sur l'axe Nord-Foire-Yoff, les charretiers donnent de la voix. Ils se sont rassemblés au rond-point Yoff pour demander la clémence des autorités. Écoutez-les, leurs propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. On travaille pour le village. On a pris 100 charrettes à la gendarmerie de Foire et Ngor. 100 charrettes à Foire, 10 charrettes à Ngor. On interpelle le président de la République Macky Sall, Diouf Sarr, et ministre Daouda Diallo, parce qu'on a des problèmes. On est des Sénégalais, on n'est pas des Guinéens, on n'est pas des Maliens. Tu vois, on est là pour travailler, on n'est pas là on n'est pas des voleurs, on n'est pas là pour partir dans les pirogues pour aller en Espagne. On est là pour travailler. On interpelle le président Macky Sall. On est tout AFP. Tu vois, on va laisser AFP si on n'a pas laissé les charretiers. Tu vois, madame, on est fâché. Le SAES décrète 48 heures de grève. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur montre son désaccord sur certains points issus de la conférence sociale sur les retraites. Pour Malick Fall, secrétaire général de la formation, le gouvernement n'a pas pris en compte l'accord déjà trouvé en mai 2016 et qui concerne la retraite dans le supérieur. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amina Mbaresso. Ces 48 heures de grève sont relatives à la question de la retraite. Il faut tout simplement donc rappeler que nous avions eu un accord avec le gouvernement sur la retraite, donc la valorisation donc de la pension de retraite au niveau de l'enseignement supérieur.
Cet accord a été conclu au mois de mai 2016, mais le gouvernement nous avait demandé de patienter donc jusqu'à la fin donc de la conférence sociale qui devait porter cette année sur les pensions donc de retraite, donc les régimes de retraite, et pour que cet accord puisse être tout simplement donc mis en œuvre. Nous avons attendu effectivement pendant tout ce temps-là jusqu'à ce que donc la conférence sociale soit organisée les 24 et 25 avril. Mais notre déception a été telle que nous n'avons pas pu quand même, disons, nous retenir, parce que déjà au niveau de la conférence sociale, notamment au niveau de la table ronde numéro 2 relative donc à la retraite au niveau du FNR, nous avons dit notre sentiment. Nous avons dit effectivement que les conclusions qui sont en train donc d'être dressées au niveau donc de cette table ronde-là sont en déphasage par rapport à l'accord que nous avions conclu avec le gouvernement. Et Malick Fall, que vous venez d'entendre s'exprimer en marge des élections de représentativité syndicale de l'éducation et de la formation qui tenait aujourd'hui donc un point de presse. Le CUSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants, tire son bilan. Le CUSEMS aurait obtenu plus de 10%, un exploit pour le secrétaire général Abdoulaye Ndoye, qui a toutefois révélé des irrégularités dans l'organisation. Compte rendu de cette conférence de presse, c'est avec Amina Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. Le CUSEMS obtient enfin son ticket. Plus de 10% récoltés aux élections de représentativité syndicale, un pourcentage permettant aux syndicats de siéger à la table des négociations. On a dit, pour être qualifié, pour être un interlocuteur du gouvernement, pour porter les revendications des enseignants, il faut avoir 10%. Le CUSEMS a largement dépassé ces 10%. Largement. La preuve, nous sommes en deuxième position. Un exploit pour le secrétaire général du cadre unitaire des enseignants du moyen et secondaire. Le défi de la représentativité, nous l'avons relevé. Ça, c'est on ne peut plus clair. Il y avait une sorte de conspiration pour éliminer le CUSEMS. Témoigne à suffisance de cette volonté qu'il y avait de faire en sorte que le CUSEMS soit disqualifié comme interlocuteur. 10%, c'est le taux qui était imposé aux syndicats ayant pris part à ces élections de représentativité syndicale dans l'éducation et la formation. Les résultats provisoires classent le SAEMS premier. Il est suivi du CUSEMS de Abdoulaye Ndoye. Hors de Dakar, plusieurs femmes du département de Bignona ont battu le macadam pour réclamer justice après le meurtre d'une des leurs dans la forêt de Djilor. Son corps a été retrouvé. Elles en ont profité pour dénoncer des violences faites aux femmes dans la zone. Marie-Louise Diatta est au micro de Boubacar Diassi. Cette forte mobilisation des femmes justifie vraiment que nous sommes meurtris, nous sommes peinés. Nous sommes indignés de la violence que nous avons subie ici dans le département de Oussouye. Nous avons commencé la marche au Palais Royal pour lui montrer notre indignation et nous souhaitons que justice soit faite. Nous avons connu beaucoup de vols dans les maisons. Nous avons connu les vols des récoltes des femmes dans leurs jardins maraîchers. Nous avons connu des viols dans la brousse. Des gens qui restent quelque part à l'affût, vraiment pour agresser les femmes, pour essayer de les violer, parfois même les violer, dans les maisons, dans la brousse, un peu partout. Vraiment, nous l'avons dit parce que nous pensons que même si la sécurité est là, il reste également beaucoup à faire. Et nous comptons vraiment sur la sécurité, nous comptons vraiment sur tous ceux qui sont militaires, paramilitaires, pour que les femmes soient protégées. Je vous l'annonçais en titre, une trentaine de marailleurs vient grossir les rangs des chômeurs. Ils n'exercent plus leur profession depuis le 1er janvier dernier. Le décret 2009-1226 a annulé le renouvellement de leur carte professionnelle. Le collectif des marailleurs et exportateurs indexe les services du ministère de la Pêche et soupçonne les grands industriels d'être de connivence avec ces services. Face à cette situation, les membres de l'organisation alertent l'opinion et interpellent surtout le chef de l'État, Macky Sall. Le collectif des marailleurs et exportateurs a fait face à la presse. Compte rendu, Hadi Atallah. Si nous sommes là aujourd'hui le 17
Le décret N73-585 du 23 juin 1973 avait validé l'exercice de la profession de marailleur. Aujourd'hui, celui de 2009-1226 vient l'amender et met de nombreux travailleurs dans le désarroi au chômage. Ils demandent leur réhabilitation et l'annulation purement et simplement du décret. On nous a dénié le droit de travailler, on n'arrive plus ce qu'on veut, on n'arrive plus à travailler, à subvenir à nos besoins, et les milliers de personnes qui sont liées aussi à ce travail et qui dépendent de ce travail, en partant du marailleur de la plage jusqu'aux journaliers dans les usines, les dockers qui aident au débarquement des bateaux, tous ces gens-là, aujourd'hui, n'arrivent plus à faire bouillir leurs marmites. Ces laissés-pour-compte du secteur de la pêche soupçonnent des lobbies d'être derrière l'application du décret. Ils interpellent le président de la République. On a usé toutes les voies, que ce soit par téléphone, par écrit, les rendez-vous que nous avons faits, on n'a pas eu de retour. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on va lancer un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall. Étant donné que c'est un décret qui a été bafoué, nous sollicitons son arbitrage. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un fonctionnaire puisse invalider des droits acquis consacrés par un décret. Ces marailleurs au chômage qui ne comptent pas abdiquer promettent de mener le combat pour être rétablis dans leurs droits. Nous mettons devant le fait accompli, sans mesure d'accompagnement, sans concertation, sans préavis aucun. Donc, du coup, il nous a imposé des contrats commerciaux avec les industriels qui nous met de fait sous leur tutelle à court terme. Et à long terme, nous serons les otages de ces industriels et éventuellement ce qui mènerait à notre disparition. Donc aujourd'hui, nous dénonçons cette circulaire qui a été prise de façon unilatérale et arbitraire et nous voulons être rétablis dans nos droits. Le collectif des marailleurs et exportateurs du Sénégal a, au cours de sa conférence de presse, promis de dérouler un plan d'action et il sollicite le soutien de toutes les forces vives. Pour débattre avec la presse, c'est parce que depuis décembre... Parlons tout à fait autre chose maintenant. Le retard noté dans l'adoption du code de la presse indispose Cheikh Bamba Dièye. L'ancien ministre de la Communication indique que la pertinence des dispositions du dit code de la presse suffit. Le leader de la FSD/BJ réagit également sur l'affaire Thierno Alassane Sall. Il a salué l'acte qu'a posé tout dernièrement le ministre de l'Énergie, l'ex-ministre de l'Énergie, Mame Birame Diouf, Modou Diop pour le compte-rendu. La sortie de Thierno Alassane Sall du gouvernement ne laisse pas indifférent Cheikh Bamba Dièye qui reconnaît la hauteur d'esprit de l'ex-ministre de l'Énergie. Je peux témoigner pour dire que c'est une personnalité d'une très grande rigueur intellectuelle et aussi d'une très grande moralité. Il ne manque pas de demander des comptes pour sauver ce secteur stratégique. J'estime qu'il n'y a rien de plus nébuleux que le système dans lequel on est en train de gérer nos ressources et demain, ça va nous retomber dessus. Je vous donnerai quelques exemples. Vous savez, il y a quelques années, pour nous séparer d'Hydro-Québec, il a fallu payer quelque chose comme 65 milliards. Alors que c'était juste une signature. Pour revenir sur la signature, il n'avait même pas commencé à travailler. Pareil pour le cas de Mittal. Mittal, on lui a donné des permis d'exploitation sur le fer. Ils n'ont rien fait pendant des années. Et quand il a fallu rompre le contrat, c'est le Sénégal qui a payé au moins 100 millions de dollars. Le leader des FSD/BJ, selon qui les structures de son parti fonctionnent correctement, en réponse à Ndeye Diana Diaye, exclu de cette formation politique, de noter une crise de leadership après que Souleymane Ndiaye a décidé de rejoindre le camp présidentiel. Il est difficilement acceptable que l'on puisse voir quelqu'un venir sur un plateau de télévision, avoir une déclaration qui l'engage d'une gravité extrême et voir quelques jours après être en total porte-à-faux avec sa propre déclaration. Sur le code de la presse, l'ancien ministre en charge de la communication d'ajouter: le gouvernement devrait fournir encore plus d'efforts pour finaliser le document, encore que le document était finalisé de mon point de vue. Il s'agit simplement qu'au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale, que les députés prennent leur courage à deux mains. Cheikh Bamba Dièye prend à témoin l'opinion nationale de la violation des libertés par l'actuel régime. Voilà, Cheikh Bamba Dièye, dont la cérémonie de dédicace du livre Sénégal, thérapie d'un pays blessé se fera demain à la mairie de Dakar.
Piquons à présent le nez dans nos assiettes pour parler éventuellement de cette éventuelle présence du riz en plastique sur le marché sénégalais. La direction du commerce intérieur tient à dédramatiser les choses. Selon un Sawad, des études sont menées avant importation du riz. Des enquêtes sont également faites au quotidien avec la gendarmerie et jusqu'ici, aucune trace de ce riz en plastique n'a été trouvée sur le marché. Du côté des consommateurs, cette information rassurante toutefois arrive un peu tard car c'est déjà la psychose, nous dit Fatima Taba dans ce reportage. Sur les réseaux sociaux circule cette vidéo dans laquelle un homme d'origine asiatique fabrique des grains en plastique, grains assimilés à du riz par certains et qui seraient commercialisés dans les pays d'Afrique. Le marché sénégalais est-il concerné? Le riz en plastique au Sénégal n'existe pas. Il y a une procédure particulière pour l'importation de riz. La direction de la protection des végétaux qui fait un travail et nous délivre ce qu'on appelle le certificat phytosanitaire. Nous, on prend le relais et on fait une déclaration d'importation de produits alimentaires, laquelle déclaration peut être autorisée que si le laboratoire d'analyse et de contrôle nous dit que le produit est propre à la consommation et que le produit est conforme à nos normes. À l'heure actuelle, on a fait des investigations avec la gendarmerie. On s'est retrouvé avec des échantillons divers. On a fait des analyses au laboratoire. Les analyses ont été concluantes quant à la propreté même du riz. En tout cas, ces vidéos ont fini de créer la psychose chez les populations. J'ai regardé une vidéo sur ce fameux riz en plastique sur les réseaux sociaux et j'avoue nettement que je suis très inquiète. Du côté des commerçants, l'on est sûr de n'avoir jamais vu ce riz en plastique. Du riz, j'en vends depuis 1981. Je n'ai jamais vendu du riz en plastique. J'en ai entendu parler, mais je doute vraiment de l'existence de ce riz. Les femmes, elles en parlent beaucoup, mais elles continuent toujours à acheter le riz. Les vidéos circulent sur le net depuis des mois. Le ministère du Commerce dit travailler avec la gendarmerie pour parer à toute éventualité. Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski prochaine, une réunion d'évaluation a été présidée par le ministre en charge de l'élevage, réunion au cours de laquelle un bilan provisoire à 2016 a été fait et des mesures pour 2017 formulées. Cette réunion doit aussi permettre de préparer le conseil interministériel sur l'Aïd el-Kabir. La prochaine Tabaski, Fatou Bintou Konté y a assisté, compte rendu. Pour un bilan de l'année dernière de la Tabaski, l'approvisionnement en moutons a été correct dans l'ensemble du pays. C'est du moins l'avis du ministre de l'élevage. Elle dégage en touche toute pénurie de moutons lors de cette dernière Tabaski. On a eu un approvisionnement correct du marché l'année dernière. Nous avions prévu d'avoir 750 000 têtes. Nous sommes à 681 313 têtes qui sont rentrées dans les différentes régions, donc qui a approvisionné le marché intérieur. Rien que pour le marché de Dakar, on avait 235 700 têtes donc, de présence. Et par rapport à 2015, on a eu une augmentation vraiment importante donc, au niveau de cette présence au niveau de la région de Dakar. D'ailleurs, lors de cette Tabaski 2016, les éleveurs ont reçu, en termes de crédit, plus de 4 milliards. Une évolution saluée par ces vendeurs de moutons. Ce qui concerne le crédit, nous étions en 2015 à 1 172 290 000. Et pour 2016, nous étions à 4 milliards 844 millions. Ainsi, une matrice d'action a été ficelée avec ces éleveurs en termes de sécurité, de points de vente pour pouvoir préparer le conseil interministériel sur la Tabaski. Nous avons également adopté, pour proposer cela à l'occasion de la réunion du conseil interministériel, une matrice d'action pour la préparation de la Tabaski en ce qui concerne l'aménagement des points de vente, en ce qui concerne les questions de sécurité, les questions de financement, on les a également programmées. Une réunion d'échange tenue avec ces vendeurs de moutons et demeure un moyen de suivi des différentes recommandations. Parlons de ces consultations gratuites à Sédhiou, un bilan très inquiétant avec des cas de cancer très avancés notés, d'autres cas suspectés, beaucoup de cas de diabète, d'hypertension, des infections et beaucoup de personnes également hospitalisées
1 millier de personnes ont été consultées et ont reçu gratuitement des médicaments avec une forte demande des populations. Le mouvement Action Solidaire décide de mettre en place des cliniques mobiles qui vont désormais faire le tour de la région pour remédier à ces maladies. Bakary Conté, les images sont signées Salah Samb. Lors de ces consultations gratuites, des cas de cancer ont été enregistrés, des cas suspectés. Certains malades du diabète et de l'hypertension ont été hospitalisés. Oui, on a eu des cas cliniquement avancés, des cancers où lorsqu'on les voit, on voit que c'est un cancer cliniquement avancé. Heureusement, il n'y en a pas eu des masses. On a aussi des cas où c'était suspect, on devait faire un prélèvement, les prélèvements ont été faits. Et ces prélèvements-là seront acheminés sur Dakar. Et sur Dakar, on va confirmer est-ce que c'est un cancer ou non. Et aussi, il y a eu beaucoup d'infections. Et aussi, il y a eu beaucoup d'autres lésions où on doute. Peut-être que c'est un cancer, peut-être pas. Et donc, tous ces cas suspects ou douteux seront examinés et un collègue viendra dans 2 semaines avec les résultats. 700 personnes ont été consultées en 2 jours, 300 autres seront consultées mardi. On a des problèmes de santé aussi, des problèmes de soins ici, il y en a. Il n'y a pas de moyens. Ça provoque aussi des décès parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à l'hôpital mais ils n'ont pas la moyen. C'est une chance pour nous d'avoir toutes les spécialités pour une fois. Comme ça, les gens qui se faisaient l'effort de se déplacer sur Kolda, sur Dakar, pour se faire consulter, ils ont eu la chance avec ce mouvement-là de se faire consulter et de savoir la question de leur santé. La demande est très forte. L'initiateur du projet, le ministre Jean-Pierre Senghor, promet des cliniques mobiles. Pourquoi pas, au lieu de laisser les gens se déplacer, et parfois elles ne se déplacent pas, les personnes, il faut peut-être concevoir la possibilité d'avoir ces cliniques qui se déplacent vers les populations, surtout dans des zones difficiles. Ça existe dans certains pays. Et c'est ça que nous voulons lancer comme projet. La finalité de cette action-là, c'est ce projet-là, de mise en place de cliniques mobiles. Après ces consultations gratuites, l'association des médecins, la Maison de la Paix et du Partage et le mouvement Action Solidaire de Sédhiou ont promis de prendre en charge tous les malades. Voilà, le comptoir national d'approvisionnement en or vient d'être officiellement lancé à Dakar. C'est à l'occasion des assises de la bijouterie, cérémonie organisée par l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal. Lors de cette cérémonie, Moussa Niang a demandé aux autorités de mettre sur pied un registre d'achat qui protégerait les bijoutiers contre le recel de pierres précieuses volées. Il ajoute que leur association va bientôt bénéficier de 100 kg d'or. Je vous propose d'écouter Moussa Niang, interrogé par Chartidiane Dione. Sur les transactions en matière de bijouterie, nous avons énormément de tracasseries au niveau des opérations qui se font entre les bijoutiers et les clients. On parle souvent de recel. Bon, ces recels, c'est pourquoi nous avons actuellement invité un conseiller juridique, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour proposer une solution à l'État et pour alléger ces difficultés qui assaillent les bijoutiers en mettant en place des registres d'achat qui vont faire fi de la traçabilité de ces opérations, l'identification, le montant, le poids, pour au moins montrer la bonne foi des bijoutiers. Nous avons mis en place un protocole qui fait que Sabodala Gold Operation va doter les bijoutiers du Sénégal d'un quota de 100 kg d'or par an. Et on va l'évaluer après les premiers 3 mois. Si ça nécessite une augmentation, on va augmenter ce quota. Si ça nécessite une diminution, on va diminuer ce quota. Allez, un détour à présent par la FIVAC, le Forum international de valorisation des produits crus. Ça se passe à Bargny. Les acteurs veulent participer au développement de leur pays à travers des activités de valorisation plutôt. Une initiative salutaire selon le directeur des pêches qui a pris part à ce forum. Ousseynou Thiam Biradiagne pour le compte rendu. Les délégations venues des 14 régions du Sénégal, de la Guinée, de la Gambie et du Mali se sont donné rendez-vous à Bargny pendant 3 jours. Ce pour assister au Forum international de valorisation des produits crus. Une deuxième édition pour pacifier et fédérer leurs forces pour une valorisation efficace de leurs produits. On est à l'intégration africaine. Et quand on dit intégration africaine, c'est le peuple africain qui doit se réunir, unis, pour réunir nos forces,
pour qu'on puisse aller de loin et retenir notre destin pour tout un Afrique émergent. Comme l'adage le dit, Venu présider le forum, le directeur des pêches maritimes se félicite d'une telle initiative et estime que la valorisation du secteur de transformation des produits halieutiques passe nécessairement dans ce genre d'activités que mène FIVAC. Le FIVAC aujourd'hui, dans sa vision et dans sa démarche, nous avons beaucoup de points de convergence. Convergence dans la valorisation, convergence dans la commercialisation, mais convergence également dans la coopération, dans le renforcement de la coopération au niveau national de toutes les régions, c'est d'aller même au-delà de la CEDEAO, au niveau même du continent africain, mais également des autres continents, que ce soit également en Europe ou ailleurs. Ces acteurs de transformation des fruits et légumes et produits halieutiques se réjouissent de l'accompagnement du ministère de la Pêche et préparent déjà la 3e édition de leur forum international. Le lancement à Bignona d'un fonds public de solidarité. Ce fonds réunit toutes les 20 collectivités locales du département. C'est un fonds d'un montant annuel de plus de 50 millions de francs CFA. Il vient d'être mis en place conjointement par le conseil départemental de Bignona et le département de Savoie en France. Objectif, accompagner les efforts de développement des communes de cette partie du pays. La directrice des collectivités locales y a représenté son ministère de tutelle et je vous propose d'écouter Mamina Camara, président du conseil départemental de Bignona. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Ce fonds nous permettra, dans un élan de solidarité, dans un élan de générosité, mais de mutualisation des investissements, essayer de mettre en place un fonds où nous allons oublier nos propres intérêts pour l'intérêt global. C'est vrai, collectivité, c'est penser local avant de penser global, mais nous allons d'abord, dans ce fonds, penser global. Au-delà des fonds, c'est cette solidarité, c'est ce pardon, c'est qu'on parle le même langage pour ensemble avoir un développement commun et harmonieux. C'est pas facile. Quand il y a une nouvelle chose, il y a souvent des réticences. Nous avons aujourd'hui le soutien du ministère, du ministre, du secrétaire général, du directeur de cabinet et de madame la directrice de la collectivité, que nous allons accompagner et nous allons montrer l'exemple que quelque part, s'il y a une piste de production à faire, la mutualisation des énergies, mais des investissements vont pouvoir effectivement vous aider à transcender cette situation. Une note de culture à présent. Sachez que les artistes et artisans de Mermoz-Sacré-Cœur, regroupés au sein d'un groupe dénommé Jamrek Exhibition, ont organisé hier une exposition à Mermoz. Objectif, la présentation au public de leurs œuvres. L'événement intitulé Free Work Art, 2e édition, vise à promouvoir les talents et à susciter chez l'enfant la créativité. Je vous propose d'écouter le chargé de communication. Il s'agit de Madame Christine Ndiaye. Elle s'en explique au micro de Mme Biram Diouf. Free Work Art, c'est une manière d'inviter les artisans et les artistes de la commune, Mermoz-Sacré-Cœur, à venir s'exprimer. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu, il y a des expositions d'œuvres d'art, il y a des stylistes. Nous avons aussi prévu un atelier de peinture pour en faire profiter aux plus petits, c'est-à-dire les enfants de 5 à 8-12 ans. Nous remercions les autorités de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et aussi les habitants de la commune. C'est plutôt nous autres artistes et acteurs culturels qui nous sommes appropriés de la chose. L'artiste d'ailleurs d'origine naturellement est charismatique parce qu'il crée. Donc pour ce qui nous concerne, nous rencontrons les mêmes difficultés que dans tous les secteurs, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement vraiment assez conséquentes. Mais bon, ça ne nous empêche pas aussi quand même de faire le travail avec nous autres, avec les gens de la commune, avec toutes les bonnes volontés qui sont là. Hors de chez nous, en France, au lendemain du grand débat télévisé entre la candidate du Front National, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron, les Franco-Sénégalais s'expriment. Nos concitoyens nos compatriotes plutôt vivant à Paris, ne souhaitent pas voir la candidate du Front National triompher ce dimanche. Regardez ce micro-trottoir, il est signé notre correspondant à Paris, Ibrahima Camara. En tout cas, oui, j'ai peur, mais quand même bon. En tout cas, on laisse le choix de Français, il choisit d'abord.
parce que Marine Le Pen, il a beaucoup parlé dans son campagne électorale. Donc si moi, on ne voulait pas qu'il soit été dans le pouvoir. C'est moi. Non, je n'ai pas de crainte parce qu'aujourd'hui, je sais que les Français ils vont faire le bon choix. Le bon choix, c'est de voter pour le rassemblement de la France et de l'Union européenne pour la sécurité éventuellement, parce que le front d'extrême droite a pour objectif de sortir la France dans l'Union européenne, alors ceci n'arrange personne. Il y a un nouveau redécoupage du paysage politique sénégalais et français avec l'apparition d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a de la chance, d'autant plus que les idéologies en France ont perdu beaucoup de substance, que les Français cherchent quelqu'un de pragmatique. Je pense vraiment qu'il va y avoir un changement, que ce soit positif ou négatif, que ce soit n'importe lequel qui soit élu. Je pense qu'il va y avoir un grand changement dans l'horizon politique de la vie française. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Vous retrouverez tout à l'heure le grand El Hadj Hassan Gueye dans Liti Penchemi. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.